autant qu'elle veut, on ne va sans doute pas l'entendre, ou intervenir rapidement pour la sauver, des choses comme ça. A l'inverse, environnement bas risque pour la victime, c'est un lieu fréquenté de type centre-ville, a fortiori un commissariat du moins, l'espère-t-on, où lorsque un problème se passe, vous aurez une intervention immédiate des services de police ou d'un témoin qui arrêtera le violeur en action. On va dire même, pardonnez-moi, même si le lieu n'est pas isolé, où il est très fréquenté, ici à Paris, les gens, ils se tournent le passe. Oui, il va falloir regarder ensuite les autres critères, mais c'est plus justement le lieu, c'est les gens. Qui est plus prédisposé à... Voilà. Entre deux, moyen risque, lieu de passage, c'est-à-dire qu'on est entre les deux. Il y a des moments, par exemple, dans un escalier ou un lieu de passage, le type ascenseur, où il y a des moments finalement où ça peut être isolé, il n'y a personne qui passe. Et puis il y a d'autres moments, ben, voilà, les gens qui peuvent à tout moment finalement s'introduire sur place et qui donc seraient plutôt fréquentés de ce point de vue-là à certains autres moments. Et donc il faut juger ça, faut jauger ça. Voilà ce que nous allons faire sur ces deux photos si vous voulez bien. On va commencer par celle du haut pour l'apprécier. Sachant qu'il faut aussi regarder bien sûr au moment des faits et au quotidien sur deux choses différentes. Regardez cette femme dans la rue qui marche seule sur le trottoir. On ne voit pas grand chose si ce n'est qu'il n'y a personne en face d'elle, ni voiture qui passe, et quelques maisons quand même en bordure de l'autre côté du trottoir, en gros. Donc on est où là? Haut risque, moyen risque ou bas risque pour elle a priori? Moyen risque. Exact. C'est un lieu de passage, c'est-à-dire que là on la voit mais dans une rue ouverte où n'importe qui peut venir. Il y a des voitures qui circulent. Voilà, donc même si on ne les voit pas, elles peuvent débouler à n'importe quel moment. D'ailleurs, il y en a une qui arrive derrière elle, on ne voit pas. Une qui pourra arriver à l'autre carrefour aussi, l'autre qui va sortir du garage de la maison à côté à gauche. Bon, donc c'est effectivement un moyen risque. Photo du bas. Donc c'est une dame qui est plutôt cette fois-ci dans un lieu fermé, dans une cage d'escalier, qui récupère des objets qu'elle a laissés tomber. Et puis on voit une porte ici qui est ouverte vers l'extérieur, et puis aussi un passage qui sans doute va vers d'autres chambres ou d'autres lieux, sans parler bien sûr des chambres ou de ce qui existe en haut de l'escalier. Donc ça c'est haut risque, moyen risque ou bas risque a priori? Ça reste moyen risque, mais simplement quand vous regardez celui-là par rapport à celui-là, a priori quel est le plus... Celui-là, et après à risque, on a eu l'exemple en 2011. L'individu en scarification qui a suivi jusqu'à l'appartement, trois jeunes femmes, a pris à coup de... Voilà le genre de choses, Paola, que je ne veux plus entendre. Pourquoi? Vous prenez un cas que vous connaissez, d'accord? En regardant ça, ça vous y fait penser. Mais moi, je ne vous demande pas ça. Moi, je vous demande de regarder uniquement ça. C'est-à-dire, vous observez la photo. Vous regardez effectivement les caractéristiques du lieu ici. Pas l'affaire auquel vous pensez. Et vous dites, en regardant cette photo uniquement... C'est un moyen risque. Moyen risque. Pourquoi? C'est un moyen risque. Il y a des risques qui ne sont pas à 100%. Parce que là, il peut rentrer quelqu'un. On est dans une cage d'escalier quand même. C'est fréquenté, c'est oui. arrivé. Autrement dit, on peut avoir éventuellement vérifier des personnes qui descendent l'escalier. Des voitures, des gens qui passent sur le côté. Des gens qui peuvent rentrer. Donc c'est vrai que, bon, même si c'est un lieu intérieur, eh ben, c'est pas, voilà, il y a une possibilité. Maintenant, il faut voir, il va falloir vérifier dans l'enquête, préciser ça. Mais globalement, c'est moyen risque également. Oui. Nous évaluons le risque par rapport à quelle ici. Par rapport à quel? Oui. Par rapport à quel paramètre que nous évaluons. C'est la définition, c'est-à-dire la définition nous renvoie à lieu isolé ou pas. C'est isolé là en haut là? Oui, c'est un lieu isolé. Non, c'est pas un lieu isolé? C'est un lieu isolé, la photo en haut? C'est un lieu de passage. Oui, voilà, ça vous dit, est-ce que c'est vraiment un lieu isolé? Non. Non. Voilà, ça ne colle pas exactement à la définition d'isolement. Surtout si je vous dis forêt. Vous regardez forêt, ces lieux-là, vous dites non, c'est pas une forêt, c'est pas... Bon. Par contre, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça c'est vrai. Mais c'est pas isolé. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est plutôt de type couloir, de type passage. De type, on est dans la rue, donc vraiment, il peut y avoir d'autres piétons qui arrivent, il peut y avoir d'autres voitures qui arrivent. Sur le principe, en tout cas, c'est un lieu ouvert de circulation, automobile et piétonnière. Reçu? Ça va?
Qu'est-ce qui vous fait tiquer? Non, en fait, ce qui dirige ma pensée, c'est le cheminement du cours. Moi, je me dis que nous présentons ces lieux comme des lieux à risque ou moyen ou bas risque. Pour la victime. Oui, en fonction de la menace qui peut peser sur cette dame. En fait, en fonction de la menace, d'une éventuelle menace qui peut peser sur, en fait, par rapport aux images que nous avons ici. En clair, nous voulons dire que si, puisque ce sont ces photos de dames, si ces femmes se retrouvent à de tels emplois, elles courent le risque d'être, par exemple, abattues. Par exemple, mais ce n'est pas tellement ce qui pourrait lui arriver, c'est surtout le type de lieu pour l'instant qu'on essaie de caractériser. C'est-à-dire, est-ce que je répète, c'est un lieu isolé, un lieu fréquenté ou un lieu de passage? C'est ça le critère déterminant. Et en fonction du niveau d'isolement, de fréquentation ou de passage, alors on va aller plus loin après, savoir s'il y a un risque supplémentaire de se faire attaquer de telle façon ou éventuellement donc à mieux évaluer de telle façon. Vous me suivez? Pour l'instant, je répète, on est dans la typologie. On essaie simplement de rapprocher une affaire par rapport à un type de risque lié à un environnement. Un risque purement lié à la définition pour l'instant, pas par rapport au risque de menace, de risque de délinquance de rue, de risque, je ne sais pas, qu'il y ait un braquage, un gant qui lui tombe dessus, rien à voir. Reçu? À la suite de quoi, on en vient donc au facteur lieu, un peu plus précis, ou au sens où on fait une grande distinction, et celle-là elle compte vraiment, entre une scène de crime unique et une scène de crime multiple. La scène de crime unique renvoie à un criminel globalement inorganisé. Retenez que, même si on l'a précisé tout à l'heure, un criminel inorganisé est quelqu'un qui est plutôt asocial. C'est-à-dire qui est isolé de la société plus ou moins, replié sur lui-même, pas très organisé dans sa tête et dans son comportement pour faire, pour l'instant, l'essentiel. Pour dire l'essentiel. Donc, bien à l'image de l'inorganisé tel qu'on l'entend généralement. Et pourquoi donc une scène de crime unique est en rapport avec un tel profil? C'est parce que tout, dans le meilleur des cas, dans le scénario criminel, s'est passé au même endroit. C'est-à-dire que le lieu de rencontre est le même que le lieu d'agression, qui est le même que le lieu du crime, qui est le même que le lieu de l'homicide à proprement parler, donc, et de dépôt du corps. Dans la première photo, en haut, vous voyez un type qui se retrouve la tête dans la cheminée, mais qui en gros, vous imaginez un petit appartement, il y a quoi, 5 mètres qui le distancent de la porte d'entrée, on sonne, il ouvre, grand coup de poing dans la figure, il se retrouve à terre, et là on lui fracasse un chandelier de mémoire sur la tête, sur le crâne. Et puis ensuite on ne fait que légèrement le traîner la tête dans la cheminée pour commencer à lui brûler la tête. On estime qu'à 5 mètres de distance, vous voyez, même s'il y a eu un léger déplacement dans la zone, tout s'est joué au même endroit. Celui qui a fait ça est inorganisé de base. Qui dit inorganisé, c'est la pulsion qui commande. La pulsion qui commande. Voilà, ça c'est vraiment fondamental à dire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui prémédite, s'il était en colère, il y avait une décharge émotionnelle, il y avait vraiment quelque chose qui remontait comme une marmite émotionnelle qui bout et qui vient donc saturer et imploser sans soupape de sécurité. Ça saute. Okay. Et là, à un moment donné, il dit il est où, il est où, il est où? Et hop là, je lui tombe dessus. Je frappe tout de suite, là, ça faut que je le décalque. Et ensuite, il tombe à terre et puis de nouveau jusqu'à ce que ce soit terminé avec lui. Et de la même manière, c'est un type qui donc ne réfléchit pas tellement aux moyens qu'il va utiliser, ne réfléchit pas vraiment aux traces et indices qu'il va laisser derrière lui. Tout est inorganisé dans la continuité de son scénario criminel. Donc, on laissera un cadavre, on laissera, en gros, bah voilà, s'il a marché dans la suie, s'il a fait des choses, il a tout pris à main nue, parce que tout était impulsif, presque. Hein. Alors qu'une scène de crime multiple, c'est vraiment le type de serial killer organisé, par exemple, qui va prendre une fille à la gare de Perpignan, ou non loin, l'emmener dans un lieu où il va la séquestrer, la violer ou autre sévice sadique, puis
va déposer dans un troisième lieu son corps, plus ou moins mutilé ou plus ou moins dégradé. Il y a donc 3 lieux différents. Le lieu de rencontre est différent du lieu d'agression ou de séquestration, qui est différent du lieu de dépôt du corps. Sans parler des éventuelles mutilations, puisque certaines victimes dans le tueur en série de Perpignan ont été mutilées, et donc il en gardera des vins, il gardera des crânes, il gardera des trucs, et il pourra les disséminer aussi, le moment venu, plutôt que de les garder chez lui, démultipliant également les lieux de dépôt du corps. Voilà. Je rappelle que vous avez le procès bientôt annoncé du tueur en série de Perpignan, qui a enfin été trouvé, qui s'appelle Jacques Rançon, et qui aura lieu de mémoire en mars 2018. C'est un exemple typique de tueur en série organisé, et Dieu sait si on a eu du mal à le trouver celui-là. On le doit notamment à l'ADN. Vive l'ADN. Donc là, un profil organisé, c'est bien sûr un profil avenant, social, confiant, plutôt intégré socialement, et qui a donc un avantage par rapport à l'autre qui prémédite, sélectionne, contrôle plus ou moins son scénario criminel en laissant peu ou pas de traces et indices derrière lui. Les facteurs espace-temps maintenant. De nouveau, en gardant cette idée d'organiser, inorganisé, vous voyez le type qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, Charles Manson, qui était le gourou d'une secte à l'origine d'un certain nombre de... Désolé, il a été arrêté très tôt celui-là, d'homicides chez des riches dans des pavillons résidences hollywoodiennes de l'époque. Et bon, c'était un petit gourou, petit au sens pas beaucoup de moyens. Hein, c'est pas la version scientologue. Mais par contre, d'une puissance de conviction, celui-là, hein, un vrai gourou, quoi. Il avait du ressort, voilà, du ressort vraiment, la ruse et la malignité au service de la manipulation mentale sans aucun doute vis-à-vis de ses fidèles ou adeptes. Et bon, quand vous le regardez, il n'y a pas photo, c'est un inorganisé. C'est-à-dire qu'il a un mode de vie marginal. Il a un mode de vie un peu clochard, un peu SDF, un peu décalé de la société, en marge d'eux, et donc il va créer sa petite secte dans un champ ou dans un désert, vous voyez, loin de toute urbanisation de la cité, de la ville, et de ses règles évidemment, pour créer ses propres règles à l'intérieur de sa secte. Et au-delà, c'est quelqu'un qui régénère très, en tout cas, impulsivement d'un point de vue sexuel, sans doute plus colérique à certains moments, c'est vrai, organisé mentalement lorsqu'il le veut, mais évidemment complètement asocial, c'est-à-dire à côté de la société, à côté de ses règles, à côté de ce qu'un comportement normal commanderait généralement à chacun. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Alors, que nous avons ici Ted Bundy, le fameux tueur en série organisé, globalement, même s'il y a des choses à dire, étant son propre avocat à son procès, et qui rigole, bien habillé, costume cravate, vraiment l'aisance au service du mal, lui. Hein, et grand charisme, grande capacité psychologique au service de ces crimes. Et donc, ça c'est un profil organisé, ça c'est un profil inorganisé. Ça c'est un profil socialement intégré, ça c'est un profil asocial. Ça c'est un profil plutôt intelligent au sens rationnel. Ça c'est un profil plutôt malin, rusé au sens émotionnel. Ça c'est un type qui, comment dire, prémédite, contrôle. Voilà, là c'est plutôt, comment vous dire, un mode de vie asocial qui peut très bien contrôler aussi mentalement les autres, mais au bout du compte, il va tôt ou tard se faire rapidement avoir parce que sa maladie mentale ou ses fantasmes de complexe, de supériorité sont tels qu'il n'en voit même pas à quel point ça devient mégalo, mytho, grandiloquent, au point que ça doit vraiment être visible au milieu de la figure. Il n'y a pas 36 personnes qui peuvent faire ça. Et alors que lui, il est capable de naviguer, de serpenter au travers des obstacles, autant que faire se peut. Alors, revenons au mouton, les facteurs espace-temps, cette fois-ci, le temps, c'est que lorsqu'un crime a eu lieu le jour à des heures de travail, donc
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour faire simple, eh bien, on a plutôt à quelqu'un qui aurait donc du temps libre. C'est très simple comme raisonnement et bien, mais ça marche vraiment statistiquement souvent. Et moi-même, j'ai pu aussi le remarquer assez souvent. Même si c'est simpliste, hein, souvent je me suis dit, ce truc-là est simpliste. Il a du temps libre, oui, il a du temps libre, mais donc ça veut dire aussi que qui a du temps libre? Bah, les chômeurs, les travailleurs à temps partiel, les célibataires, les étudiants, les retraités, les vacanciers et autres catégories qui ont du temps libre. Si un crime a été commis la nuit, en fin de semaine ou à des heures creuses, bah, ça veut dire qu'il n'a pas de temps libre. Il le fait justement le week-end lorsqu'il ne travaille pas la semaine, ou le soir une fois qu'il a fini de travailler, ou à des heures creuses parce qu'il a une pause à côté de son travail. C'est l'idée. Donc travail régulier, cadre, fonctionnaire, vie de famille, déplacements fréquents, etc. Et lorsqu'on a enfin des crimes qui ont lieu la nuit et le jour, il en faut deux forcément pour comparer cette fois-ci. Imaginons l'un qui a lieu à des heures creuses le jour et l'autre à des heures de travail la nuit. Alors on peut dans ce type d'hypothèse avoir un emploi du temps modulable. Et qui peut avoir un emploi du temps modulable? Travail à temps partiel, profession libérale qui entre en ligne de compte, y compris avocat, psychologue, criminologue et autres. Intérim, travail au noir, chômage, étudiants, retraités, etc., etc. Donc on retourne un petit peu sur ceux qui ont du temps libre, mais pas uniquement. On élargit là un petit peu le spectre avec ça. Alors dans notre affaire, je répète, nous avons découvert le cadavre quand? À quelle heure avons-nous découvert le premier cadavre dans notre affaire? 6 heures. Merci. Nous avons établi que du fait de la réussite cadavérique, il fallait remonter à au moins 12 heures. Entre 12 et 48 heures. Voilà. Donc quelque part, c'est un peu large quand même comme approximation. Enfin 6 heures moins 12, ça fait combien déjà? On remonte jusqu'à quelle heure? 18 heures. Et donc, je peux vous aider en vous disant qu'on a quand même identifié la victime. Donc on sait qui elle est et quand elle a disparu. Donc elle a disparu tôt le matin. Il était à peu près 7 heures, parce qu'elle sortait un jour de semaine avec un petit accoutrement en raison d'une fête locale qui consistait un peu comme Halloween à frapper aux portes de ses voisins pour demander des petits cadeaux, des petits bonbons, des choses comme ça. Elle était seule, il était 7 heures, elle avait la bénédiction de ses parents parce que le quartier était plutôt tranquille, sans problème, et malheureusement elle s'est fait enlever. Donc, on est dans quelle hypothèse de travail en fonction de cette catégorie? Espace-temps. Celui qui est temps libre, celui qui n'a pas de temps libre? Oui, celui qui est temps libre. Parce que 7 heures, c'est pas encore l'heure de travail. On est quand même dans quelque chose d'assez tôt. C'est vrai qu'on aurait, pour bien flasher, matcher sur ce type de catégorie, on aurait préféré que ce soit un week-end ou un soir. Ça aurait été encore plus simple. Mais dès lors que c'est très tôt, en tout cas avant les heures de travail, c'est plutôt quelqu'un qui, allez, soit a du temps libre, soit a un peu du temps modulable. Voilà, hein, c'est entre les deux. Alors, il doit y avoir une activité quelque part. C'est ça qu'on se dit, et donc au moins, pas quelqu'un qui est totalement lui. C'est plutôt lui ou entre les deux. Voilà. Alors que dans notre affaire, la deuxième affaire connue, ça je ne vous ai pas dit, on a retrouvé quand? C'était dans l'ordre de midi. C'était dans l'ordre de midi. Mais en fonction de la rigidité, ça nous remonte encore une fois à une rigidité. Donc là, c'est quasiment pareil là pour le coup. Il n'y a pas encore putréfaction, donc c'est entre 12 et 48 heures. Et donc cette fois-ci, cette victime a été prise à 6h30 du matin alors qu'elle attendait un oncle devant sa porte d'entrée d'école, non, d'entrée de maison, qui la portait à l'école. Et donc c'est dans l'attente de cet oncle, à la portée de que quelqu'un s'est présenté et l'a enlevé de nouveau alors que elle devait aller à l'école. Son oncle est arrivé après. Pas de chance, il était en retard ce jour-là. À mon avis, il a une lourde culpabilité encore aujourd'hui, a priori. Et donc on est quasiment dans la même... voilà. Un autre élément intéressant quand même dans les rapprochements objectifs, c'est qu'on a une heure qui est entre 6h30, 7h. Tôt le matin. Il faut dire que c'est pas bête, entre guillemets,
d'enlever une petite fille qui va à l'école ou qui va faire du porte-à-porte. Il y a moins de monde, moins de fréquentation. Mais quand même, parce que c'est... Je pense que c'est surtout, il sait quand et où elle va sortir. Voilà. Il sait où la retrouver. Parce qu'il y a des rituels plutôt que... Voilà, on connaît les lieux et il maîtrise le... Ah, le degré victime à risque. Voyons voir. Au moment des faits, au quotidien, certes, on regarde un peu plus la vulnérabilité personnelle et circonstancielle dans chaque cas de figure, on va y revenir, mais ce tableau, il est magique. Vraiment, on doit au FBI pour ça. Je vais un petit peu préciser avec le temps aussi. Je m'explique. Vous avez dans la partie gauche, verte ici, verticale, l'environnement. Je ne reviens pas, l'environnement haut risque, bas risque, moyen risque, etc. Donc effectivement, si vous êtes dans le haut risque de l'environnement, c'est la forêt, moyen risque, c'est un couloir, bas risque, c'est un centre-ville ou lieu fréquenté. Puis, de manière horizontale, en haut, orange, victime haut risque, victime moyen risque, victime bas risque. Qu'est-ce qu'on appelle une victime haut risque pour la victime? C'est toujours pour la victime, hein, quand on catégorise, ici en tout cas. Petite femme naïve. Petite parce qu'elle aura peu de résistance physique face à un agresseur. Il y a un homme en général qui l'emporte physiquement sur elle. Sauf bien entendu si elle fait du self-combat. Moi je vous invite à faire du self-combat, du multiple-combat, tout, c'est bien, ça fait du bien, hein. Même pour le corps. Victime moyen risque, ben, elle est entre les deux. Alors, on va peut-être commencer par la victime à bas risque, de nouveau athlétique et de caractère. Donc peu importe la limite qu'elle soit petite ou grande, là, ce qui va faire la différence, c'est qu'elle a de la force physique et qu'elle a un foutu caractère, même parfois, genre teigne, qui lâche pas le morceau. Donc elle te dit non, c'est non, il faut arrêter maintenant, sinon je t'en colle une. Bon. Et puis entre les deux, il y a la grande majorité d'entre vous, je pense ici, prudente mais ouverte. C'est-à-dire le fait qu'on vous ait dit qu'il ne fallait pas sortir toute seule la nuit à 4 h du matin après avoir été allé en discothèque, ou faire de l'autostop tout seul, ou faire du jogging désormais tout seul. Bon, donc tout ça, ça amène une certaine prudence, mais ouverte. C'est-à-dire que vous êtes quand même sociable, alors de discuter, de parler, de partager de la vie, des bonnes choses de la vie, c'est bien normal. C'est malheureusement dans cette mixité de l'ouverture sociale que s'engouffrera le tueur en série organisé ou le violeur prédateur. Si la victime naïve, elle ne voit pas qui est en face et qui est son interlocuteur. Oui, bien Parce sûr. qu'elle est Bien naïve. sûr. Voilà. Alors maintenant, quand on associe les éléments de victime à risque avec les éléments d'environnement à risque, et ben on arrive, vous voyez, à des catégories très claires, entre petite femme naïve dans la forêt, ou prudente ouverte dans un couloir, ou